Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Rugby Confidential. Alors, c'est pas forcément de cette manière-là que je voulais qu'on aborde cet épisode. J'aurais préféré qu'on débriefe ensemble une éventuelle victoire contre l'Afrique du Sud. Mais ce podcast sera là, quoi qu'il arrive, toutes les semaines, tous les mercredis pour vous. Et peu importe le contexte, peu importe ce qui se passe, on va en parler ensemble. Déjà, je voulais commencer par demander comment tu vas déjà, Gaël. Ça va très bien. Bon, on aurait aimé une victoire, mais malheureusement, c'est comme ça et il va falloir rebondir. On va en parler, on aura le temps d'en parler un petit peu. Sache que le premier épisode est quasiment à 50 000 vues sur YouTube, sur les plateformes d'écoute et tout, ça a vraiment bien marché. Donc merci beaucoup. Merci aussi pour tous les retours qu'on a pu avoir. C'est hyper bienveillant, je sais pas si tu as checké un petit peu, si on en a parlé juste avant, mais c'est hyper bienveillant, hyper constructif, c'est trop bien. Et puis nous on s'est lancé, on est déjà comme je dis dans un contexte particulier parce que tu es à Marcoussis, donc on n'a pas les studios, les trucs qu'on tournera après. Donc merci pour ça, c'était vraiment trop bien. Et je suis aussi ravi d'à quel point vous avez suivi aussi sur les autres réseaux, déjà plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram notamment. N'hésitez pas à aller checker tous les réseaux avec le @rugbyconfidential, c'est assez simple en vrai à trouver. Et merci beaucoup pour ça. Franchement, merci énormément. Ça m'a beaucoup touché. Ça nous a beaucoup touché quand on a débrief avec les équipes. Et c'est vraiment trop bien de lancer un projet dans lequel vous avez adhéré aussi vite. Est-ce qu'on rentrerait pas directement dans le vif du sujet? Allez, let's go. On y va. Déjà, tout simplement, de manière un peu large, avant qu'on soit un peu plus dans le détail et tout, qu'est-ce que tu as ressenti sur ce match? C'était un match très solide, on s'était préparé pour ça. On savait à quoi s'attendre, honnêtement, comme on avait débriefé avant. On savait toutes leurs qualités, mais aussi leurs fragilités. Il y avait une ambiance extraordinaire dans le stade, beaucoup d'intensité. Donc on était prêt à ça, honnêtement. C'est que l'intensité, c'est un truc. Il y a des actions où... tu vois, je regarde beaucoup le top 14, je suis le rugby de manière générale, même le rugby international. Il y a des actions où tu as l'impression... En fait, je sais pas comment le décrire, mais moi, je suis devant mon écran. Moi, je suis un passionné de rugby, bien sûr. Mais ça va extrêmement vite. Par exemple, je me souviens d'une action où vous débordez sur le côté, il y a un petit coup de pied de Damien, récupération de Louis. Et là, en fait, je me dis, là, déjà, ça va à 15 000. Le moindre petit geste loupé, c'est fin d'action directement. Et t'as donc ce truc où ça va vraiment à 20 000 dans ce couloir. Et puis derrière, une phase de ruck, une intensité de fou sur le ruck qui suit. En fait, t'as l'impression que c'est toujours du 120% d'intensité, constamment. Même quand t'es dans une phase positive, on va dire, c'est jamais fini. On le voit sur cette action, on se fait contre-rucker et on perd le ballon. Donc contre ces mecs-là, c'est des mecs qui sont morts de faim, ils lâchent jamais. Même si tu fais une très bonne action et que t'es dans l'avancée, faut jamais se relâcher parce qu'on a vu, ils font un contre-ruck et ils récupèrent le ballon, on fait des erreurs de main juste après ça. Donc c'est une équipe qui lâche jamais rien. Ils sont connus pour ça, on le savait. Mais c'est vrai que quand tu joues face à eux, c'est très très solide. Donc tu es obligé d'être à 1000% sur chaque contact, sur chaque impact, sur chaque ruck, sur chaque duel. Tu es toujours obligé d'être focus et prêt à te faire contre-roquer ou jouer un duel face à eux. C'est l'équipe qui t'a apporté le plus d'intensité dans ces duels, dans les trucs de ta carrière ou pas? Pas forcément sur ce match, mais en général, ouais, face à eux, c'est toujours, comme je le disais avant le match, c'est toujours des matchs très physiques, très solides, très violents. On l'a encore vu ce week-end, il y a eu des énormes duels, des énormes contacts. C'est toujours très violent, c'est le cœur de leur projet, c'est tout donner sur le terrain, c'est s'investir physiquement, parfois au détriment du jeu, mais voilà, ils ont une stratégie qui est d'essayer de détruire l'adversaire. Tu vois, j'ai justement cette stratégie-là. J'en parlais lorsque je parlais un petit peu du match sur mes autres réseaux. J'expliquais, ou en tout cas je donnais mon feeling, tu me diras si tu penses que c'est bon ou pas, mais si tu trouves ça plutôt valide, mais j'ai la sensation que c'est l'équipe, on parlera du carton rouge un peu plus du scénario dans l'ordre, mais c'est l'équipe contre laquelle le carton se ressent le moins, parce que en fait comme ils te font la guerre sur tous les rucks, avec un gars ils te font consommer 2, 3, 4 gars pour conserver un ballon propre. J'ai la sensation que en fait tu peux jamais profiter du décalage et de la supériorité numérique du carton. Ça, c'est une certitude, tu as très bien analysé la situation, mais il y a d'autres facteurs aussi, c'est qu'ils s'exposent très peu dans le jeu, on l'a vu, ils ont très peu écarté les ballons. Ouais. C'est une équipe qui joue vraiment devant, donc ils se confortent sur les ballons portés, sur la mêlée, sur le jeu aérien. On a eu droit qu'à ça, ils ont tapé 38 fois dans le ballon, c'est énorme pour un match au niveau international, donc on le savait, on était préparé à ça, on y a répondu plutôt bien, mais on a cédé du terrain, notamment les 18 dernières minutes, quoi.
Justement, on en parlera. Je trouve que on va commencer à faire directement dans l'ordre un petit peu ce match. Mon avis sur le début, et il y a beaucoup de gens qui vous sont tombés dessus en disant que globalement c'était une mauvaise perf. Le lynchage classique, parce que peut-être que ça fait aussi plus vendre. La réalité, c'est que quand tu regardes de manière un peu plus froide et objective ce match-là, je trouve qu'on a quand même du bon contenu. Le parallèle de ce match, alors pas dans le contenu direct, mais plus dans le scénario, dans l'idée, c'est un peu le match, je trouve, sur le dernier tournoi contre les Anglais, où on se crée un nombre d'occasions énorme, on est ultra, ultra dangereux, mais ça pêche un peu dans le dernier geste, ou alors on tombe un ballon. Et j'ai la sensation que c'est un scénario très similaire au final, où je trouve qu'on est dans le vrai, tu vois, on est à 60% d'occupation, 60% de possession, c'est-à-dire que globalement t'as le ballon et globalement t'es chez eux. Face à une équipe qui essaye tout le temps de sortir. Donc je me dis, ok, moi j'ai la sensation que si t'arrives à avoir ces stats-là contre la meilleure équipe du monde et que tu rivalises, c'est que t'es dans le vrai. Est-ce que c'est aussi ton feeling à ce niveau-là ? Non, mais déjà, je pense que tu as une très très bonne analyse. Ça peut ressembler au match de l'Angleterre où sur la finition on a pêché. C'est un peu ce qui s'est passé pendant les 62 premières minutes. On a été assez dominant sur les jeux de transition. Au niveau aérien, on s'est battu. C'est du 50-50 face aux meilleurs du monde. On joue quand même contre une équipe qui joue ensemble depuis 5 mois, qui se connaît parfaitement, qui est ultra performante, qui gagne la plupart de ses matchs. Donc c'est jamais simple. Même si tu te prépares, il y a toujours un pourcentage que tu n'arrives pas à maîtriser. C'est le jeu. Et heureusement que c'est comme ça. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Par contre, je pense qu'on a été consistant pendant vraiment 62 minutes où on a tenu le ballon, on a joué haut chez eux, on leur a envoyé ce qui nous mettait aussi dans l'affrontement aussi. Et on a pêché sur quelques actions, on aurait dû finir les coups, la dernière passe, le petit en avant qui fait que le contre-ruck où on perd le ballon. En conquête, on a été en difficulté parce que c'est quelque chose qui travaille énormément et c'est leur force depuis un bon bout de temps. Donc on a été en difficulté sur ça, mais on a répondu quand même présent. On était là, on était devant eux, on tenait le score, etc. Et petit à petit, les 18 dernières minutes, on a commencé à pêcher, des fautes, donc on s'est fait gratter des ballons. Ils ont imposé leur rythme, ballon porté, ils écartaient pas le ballon. Donc comme tu l'as dit, c'est une équipe qui, quand elle prend un carton rouge, c'est pas très grave parce que en fait, le jeu il est hyper fermé avec eux. Donc il laisse très peu de possibilités d'interception, de perte de balles, etc. Donc on est rentré dans leur rythme à la fin et c'est ce qui nous a coûté très cher parce qu'on prend 2 essais et après c'est trop dur de revenir puisque tu n'as plus de possession et tu cours après le score et ça devient quasiment impossible. Tu vois, il y a ce point que tu as cité juste avant, le point des ballons hauts, où il y a des gens qui, pareil, parlent beaucoup de ça sur ce match, alors que je trouve qu'en l'occurrence, c'est presque un non-sujet, parce que c'est une nette amélioration depuis le match de 2023. Thomas Ramos, des gens lui sont tombés dessus à ce sujet-là, je me demande s'il a regardé le même match, je crois que c'est quasiment 90% de ces ballons qui ont été pris dans les airs, 90% de ballons récupérés. J'ai l'impression que c'était quand même bien mieux là-dessus et qu'en fait c'est surtout sur le combat, la conquête, la mêlée en fait, parce que la conquête, la touche, ça allait. Ça allait, ouais. Sur la touche, en fait, ça nous a pas permis mal. de nous mettre dans l'avancée, c'est-à-dire qu'on a eu nos ballons, mais on n'a pas pu les bonifier parce qu'on n'a pas eu forcément une grande avancée. Ce qui était prévisible parce qu'on sait que c'est une équipe qui les défend très bien. Donc on aurait dû plus alterner, il y a plein de facteurs qu'on aurait dû prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est que je me place du point de vue d'un spectateur, quand il regarde le match, il écoute ce qu'on lui dit. Donc c'est pas forcément un expert, c'est un passionné. Et donc lui, il a tendance à se laisser guider par ce qu'on peut dire. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de statistiques, on n'a pas pris d'essai comme en quart de finale de la Coupe du Monde sur les jeux aériens. Donc c'est un point où on s'est vachement amélioré. Je pense qu'on a été du 50-50. Un coup, il récupérait la balle, mais il n'y avait pas d'incidence directe sur le jeu, comme à la Coupe du Monde où on a pris quand même 4 essais ou 3 essais sur jeu au pied. Donc ça, c'est une nette amélioration, ça c'est sûr et certain. Après, comme je t'ai dit, c'est sûr qu'en conquête, ils nous ont mis en difficulté, ils sont très costauds, ils travaillent ensemble depuis longtemps et ils ont des automatismes qu'on n'a pas su acquérir en 5 entraînements. Tandis qu'eux, ça fait 5 mois qu'ils sont avec eux ensemble. C'est pas une excuse, hein. C'est, Ouais, bien sûr, leur système qui favorise ça. Leur système de championnat, d'équipe nationale, etc. Mais ce qui est une certitude, c'est qu'ils étaient prêts sur ce domaine-là. On en parlera un petit peu justement du système sud-africain, système de club, parce que c'est assez intéressant et pour comprendre et remettre en contexte aussi ces choses-là. Mais comme tu l'as dit, en vrai, c'est pas une excuse. L'équipe de France, le 15 de France doit être prêt quoi qu'il arrive à chaque match, à performer, à gagner. Et de toute façon, c'est le truc même que tu me dis en off. En fait, ça explique pourquoi parfois ils ont plus de repères, ils peuvent être plus en place. Mais en fait, c'est pas une excuse parce que on doit attendre du 15 de France une performance quoi qu'il arrive. Exactement. Il n'y a pas d'excuse à se chercher. Au contraire, il faut assumer et je pense qu'on le fait plutôt bien. On
On est des grands garçons, donc forcément cette défaite, elle nous touche énormément, mais on va relever la tête, comme je le dis souvent. Et c'est des détails qu'on va peaufiner tout au cours de la semaine. Il nous reste 2 matchs qui sont très importants pour le 15 de France, et on doit performer, on doit regagner. Donc voilà, on va peaufiner. C'est sûr que l'objectif final, c'est la Coupe du Monde en 2027, donc il va falloir aller gagner tôt ou tard, parce que c'est la meilleure équipe du monde. Mais aujourd'hui, voilà, on va essayer de passer à autre chose et essayer de progresser sur tous ces domaines-là pendant les 2 prochaines semaines. On a parlé du contenu assez positif de ce match, donc des 60 premières minutes. Après, il y a le petit switch. La sensation que j'ai, c'est qu'il est principalement physique. Ils prennent le dessus physiquement. Ils ont un banc très dense. L'entrée d'Esther Huizen, qui est centre, mais un petit peu aussi numéro 7. Ouais, voilà, c'est ça. Qui sert de relayeur sur une touche à un moment. La scène, elle est un peu... il marque. C'est lui qui marque, je crois, l'essai sur un ballon porté. En fait, le switch, il est principalement physique et aussi peut-être psychologique. Tu me diras ce que tu en penses un petit peu, mais j'ai la sensation que, par exemple, l'erreur de lecture de Louis Bielbiarré, qui fait un en avant considéré comme volontaire sur une tentative d'interception où en fait il n'est pas vraiment en mesure de le prendre, il prend un carton jaune là-dessus, mais en fait j'ai l'impression que c'est le résultat de 60 minutes où tu peux scorer plus, tu te payes pas, derrière ils commencent à avoir du répondant, même s'ils sont à 14, t'es un peu frustré et tu dis je dois sauver la patrie là-dessus. J'ai l'impression que c'est le résultat d'un peu de frustration. Tu as tout résumé, c'est un peu de frustration. Tu passes 5 minutes à 5 mètres de ta ligne face à une des meilleures équipes du monde, avec le plus gros paquet d'avant au monde. Donc des mecs très physiques, très costauds, très violents. Tu résistes, ils sortent le ballon parce qu'il y a avantage. Et Loulou, il tente l'interception, mais il n'a pas le choix. Ils sont en surnombre, il y a un décalage énorme. Il attend ça passe, c'est un génie. Elle passe pas, malheureusement, c'est carton jaune, mais c'est pas ça qui nous fait perdre le match. C'est en amont, la discipline, on doit être plus propre sur le ruck. Je crois qu'on prend une pénalité sur plaquage haut. Là, on doit être plus efficace sur ça. Derrière, ça nous ramène à 5 mètres de notre ligne. Et à 5 mètres de notre ligne, face à des joueurs aussi puissants, ça devient très compliqué. On a beau aussi envoyer, tout donner, etc. C'est quasiment impossible de les arrêter. Donc, en fait, c'est tout ce qu'il faut faire en amont pour pas arriver à 5 mètres de notre ligne. Ouais. Marquer avant, les éloigner. La discipline, tous ces facteurs-là font que ça les laisse dans le match, ils restent déterminés parce que quand tu as 10 points d'écart, là tu commences à baisser la tête, tu te dis on est de moins, ça va être compliqué. Le fait qu'ils reviennent au score, qu'ils collent au score, ça devient très dur à leur faire baisser la tête, tout simplement. Et puis ils sont tueurs. Ouais, ils ont l'habitude de ces matchs-là. Ils jouent ensemble depuis 8 ans. C'est le même effectif. Ils ramènent un peu de fraîcheur de temps en temps avec des joueurs qui sortent et qui émergent petit à petit. Mais c'est le même groupe depuis pas mal d'années. Donc ils ont une expérience collective. Ils doutent très peu. Ils sont sûrs d'eux, etc. Donc faut respecter aussi cette force qu'ils ont cultivée depuis pas mal d'années. La stratégie de leur coach qui est hyper performant depuis 8 ans maintenant. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui qui est capable d'imposer ce niveau d'intensité et ce combat devant dans le monde ? Pas vraiment, ouais. Pas vraiment. Honnêtement, il y a des grosses équipes. L'Irlande en fait partie, la Nouvelle-Zélande en fait partie. Je pense à l'Angleterre qui revient très très fort aussi. Ils font partie de ces 4-5 équipes redoutables. Après, je pense qu'on a quand même répondu présent. C'est ce que je veux dire. C'est le score est dur. Il est logique parce qu'à la fin, il nous domine tellement que ça lâche. Mais comme je t'ai dit, on est dans le coup quand même sur presque 80% du match. Il manque ces derniers 20% où tu sens que leur expérience collective, leur fraîcheur physique, les habitudes qu'ils ont créées au quotidien, le fait qu'ils sont ensemble depuis longtemps et nous un peu moins, fait qu'à la fin, il manquait ces 20%. Mais c'est pas, comme je disais, c'est pas une excuse, c'est une vérité. Il faut l'assumer, il faut lever la tête et travailler pour qu'en 2027, ça ne se reproduise pas. Y a aussi ce truc où, comme on a dit, ils prennent le dessus physiquement parce qu'ils sont plus frais. On va en parler un petit peu de leur organisation, mais on parlait de l'aspect tueur. Je vais donner un petit point statistique qui est quand même assez intéressant pour parler de ça. Ils ont 5 entrées dans vos 22 mètres et ils mettent une moyenne par entrée dans les 22 de 5,2 points par entrée. Donc c'est assez énorme. C'est un essai à chaque fois. Et côté bleu, on est à 9 entrées donc en possession du ballon dans les 22 mètres adverses pour une moyenne de points marqués de 1,5. Mais c'est aussi parce que sur leur ligne, c'est une équipe très dense défensivement. En fait, ils t'empêchent vraiment de scorer, quoi. Ils sont très très forts sur cet endroit-là, quoi. Et même si tu as la sensation, comme je te disais tout à l'heure, de breaker, d'être en position de force, mais ils relâchent jamais, quoi. À un moment, comme tu as dit, Damien, il fait un truc de dingue, coup de pied par-dessus, on la récupère et on se retrouve sur un ruck à quoi ? Peut-être 10 mètres de leur ligne. Normalement, on doit marquer. Et contre ruck, on perd le ballon, on fait un en avant, etc.
Une autre action où il y a un décalage avec Loulou, on remet intérieur, on fait en avant. Tu vois, c'est des petits détails qui font des grandes différences. Donc, face à ces équipes-là, tu as 9 possessions, il faut en mettre au moins 5. Tu vois. Et on en met peut-être une. Donc, une ou deux. Et ça, tu penses qu'avec plus d'expérience collective, imaginons, là, si on avait par exemple été au 3e match de la tournée, est-ce que c'est un truc où on aurait pu être plus tueur, par exemple ? C'est difficile, je suis pas devin, mais ce qui est sûr, c'est que tu aurais acquis plus de certitude, plus de confiance. Tu montes en puissance, tu as le temps de générer des habitudes dans le collectif, etc. Donc c'est hyper important. C'est des facteurs qu'on néglige parfois. On se dit, on ramène une équipe, ils sont doués, c'est des super joueurs, ils vont direct créer les connexions, etc. Ça se passe pas comme ça dans le rugby. Il faut du temps, il faut construire, il faut passer du temps aux entraînements, du temps ensemble pour bien se connaître, avoir les bons timings, etc. Donc des fois, ça se joue à rien. C'est vrai qu'on aurait pu marquer, comme je t'ai dit, 3-4 fois de plus. Malheureusement, ce jour-là, on n'avait pas la réussite avec nous, on n'avait pas les automatismes qu'il fallait, et ça se cultive, ça se travaille, ça prend du temps. C'est pour ça que, voilà, il faut pas être négatif dans l'ensemble, il faut être pragmatique, se dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on est en train de faire, mais il n'y a pas tout à jeter, honnêtement. Ouais, en fait, c'est aussi pour ça que je suis un peu frustré de la manière dont beaucoup de gens, parfois certains médias, parlent du match, parce que comme je le dis, on est obligé d'attendre du 15 de France une grosse performance à chaque fois. On est obligé d'avoir un haut niveau d'exigence avec cette équipe, mais à la fois, on ne peut pas dire que c'est catastrophique sur toute la ligne, qu'il y a tout à jeter, qu'un tel il est pas bon et que lui, il ne faut plus jamais qu'il porte le maillot et le coach rentrer. Parce que, en fait, déjà, c'est pas pertinent, c'est pas productif, et en plus de ça, ce serait faux factuellement parce qu'il y a des choses intéressantes. Et typiquement, je rebondis encore sur ce match de l'Angleterre, je trouve que ça a été une bonne manière pour ensuite faire un tournoi total quasiment pour l'équipe de totalement. France. Mais tu as très bien résumé la situation. Le jeu de la presse, il est normal, on le sait, on le connaît. Et nous, en tant que joueurs, ça nous impacte très peu. Ce qui est important, c'est le retour des entraîneurs, ce qu'on aurait dû améliorer, ce qu'on aurait dû mieux faire, ce qu'on a bien fait aussi. Ça, c'est important pour un joueur. Après, la presse, on sait que c'est le jeu. Quand tu gagnes, tu es le roi du pétrole. Et quand tu perds, tu es le joueur le plus nul du monde. Et ça fait partie de notre vie au quotidien. On a l'habitude, on sait le gérer. Et limite, ça nous passe au-dessus. On est conscient des critiques, on sait que c'est le jeu et on les accepte comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer aussi aux gens comment ça fonctionne. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu rentres dans la profondeur, tu dis pas juste une phrase pour vendre quelque chose. Nous, on essaye d'expliquer en profondeur ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y a des choses qui ont marché et d'autres un peu moins. Et ça, c'est intéressant et c'est ce qu'on fait et c'est ce qui me plaît, quoi. Pourquoi tu loupes cette passe sur Damien d'ailleurs Exactement. Non, mais en vrai, je pense que le coup était bon, sauf que Damien se replace au même moment. Donc en fait, il était devant moi. Et on l'appelle parce qu'on voit qu'il y a Sia Colissi en face de nous et on se retrouve sur un duel à 2 contre 1. Et je pense que si on a un meilleur timing, c'est-à-dire que si lui était plus derrière et que moi j'avais peut-être tenu le ballon peut-être une seconde de plus, mais j'avais quand même la pression du défenseur, donc c'était dur. On aurait pu déclencher quelque chose de positif. Mais par contre, c'est des coups, je pense que quand on parle de French Flair, d'initiative, c'est des coups qu'il faut tenter. Et malheureusement, ce jour-là, c'est pas passé, dû à ma passe et dû au mauvais timing. Mais sur d'autres matchs, c'est passé. Et j'ai une action qu'ils ont remis il y a pas longtemps face à l'Australie où on fait la même chose. Je l'appelle au dernier moment et je le décale et il marque, quoi. Donc c'est des petits timings, pareil. C'est des choses qu'il faut continuer à faire, quoi. Faut pas commencer à se recroqueviller sur soi-même et de se dire on tente plus rien. Je pense que c'est des coups qu'il faut tenter. Ouais, bien sûr. Et puis en vrai, je pense que l'idée est bonne, c'est petite incompréhension, mais il a personne en face de lui dans le couloir. Et puis on sait que Damien, quand il est lancé dans un couloir, à la base c'était une blague la question quand même. Mais au final, on est en train de faire une vraie analyse de l'action. Non, mais c'est intéressant. Quand Damien, il est dans un truc comme ça, il est inarrêtable. Il va très très vite, il est puissant, il a une bonne analyse, etc. Mais on se le dit, et sur l'action, il me dit mais t'as eu raison de l'appeler, etc. Juste attends que je me replace un peu plus. Mais c'est vrai que des fois, tu gères pas le tempo, ça sort plus vite que prévu. Mais c'est des initiatives qu'il faut pas arrêter de prendre. Je pense qu'il faut continuer à cultiver ça. Damien, meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. C'est quand même la belle histoire de ce week-end, mine de rien, entre tous les petits trucs un peu négatifs qu'il y a pu se dire, il y a quand même eu ça. Doublé, très beau doublé en plus sur des actions qu'on transforme super bien. On peut peut-être en parler un petit peu. D'ailleurs, j'ai trouvé intéressant et j'ai envie d'aborder un petit peu le sujet. On revient un petit peu dans de la stratégie parce que ça fait écho à ces essais-là. J'ai la sensation que avoir demandé donc des jeux au pied souvent dans la zone derrière les ailiers à Romain, ça a, dans un premier temps, forcé certains ailiers à moins monter, donc moins fermer, ce qui peut éventuellement permettre de passer au-dessus de cette poche parce qu'ils montent très vite sur les extérieurs
l'extérieur. Donc j'ai la sensation que ça condamne les ailiers à rester dans ce couloir-là et donc créer des décalages. Et s'ils montent, tu as un super jeu au pied à mettre, ce qu'on trouve plusieurs fois pour mettre le feu. C'était voulu. Mais c'est analysé, oui, forcément. On sait que c'est une équipe en rush défense. La rush défense, c'est quoi? C'est monter fort de l'extérieur vers l'intérieur, ce que font très bien les Sud-Africains. Et c'est une équipe qui est reconnue pour ça dans le monde entier. Et c'était une des solutions en cas de fermeture extrême de Chessin Colby ou d'RNC. Donc on l'avait prévu avant le match. Après, il y a aussi le facteur chance, le bon rebond, etc. Mais c'est quelque chose qu'on avait analysé avant le match. Ça a plutôt bien marché sur ce début de match où on les prend sur ça, quoi, notamment. Eh bien, il y en a un qui arrive parfaitement dans les bras de Damian. Premier essai, du coup, c'est le premier essai de l'équipe de France sur ce jeu au pied, assez rapidement. Ensuite, on a eu le second où, justement, j'ai l'impression que ça a encore pesé parce qu'on a donc Romain Tamac qui prend ce ballon sur le couloir gauche. Il me semble que ça part de ça. Donc, il prend ce ballon sur le couloir gauche. On était sur une séquence où on n'avançait pas trop dans une zone assez dense. Il fait mine on va peut-être remettre un coup de pied, donc ça monte pas à l'extérieur. Il crée un décalage sur Barassi qui crée de l'avancée. C'est quand on renverse, je crois, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Et non, après, on a une pénalité due à cette phase il y a un hors-jeu des Sud-Africains. On va en touche, ballon porté. Le ballon porté s'écroule. Et derrière, on fait une 9-12. Et Romain joue super bien le coup. Il crée le décalage. On savait que l'ailier allait fermer sur l'ailier. Et ça a décalé Thomas Ramos qui finit avec Damien Penaud en coin. C'est une action qu'on répète énormément à l'entraînement et qu'on travaille énormément. Elle est très dure à défendre parce que tu es proche des lignes, donc tu es obligé de monter fort, mais du coup tu te fais aspirer. C'est ce qu'un peu ont fait les Sud-Africains sur l'interception de Loulou où ils l'essayent. En gros, on est pris par l'aspiration, ils sont resserrés, ils mettent énormément d'intensité. Du coup, on est vraiment pris dans la zone et du coup, c'est très dur de défendre sur les extérieurs. Donc, si tu es proche de la zone, forcément, et que tu mets une énorme pression, tu peux pas défendre tous les espaces sur le terrain. Donc voilà, on avait analysé ça et ça a plutôt bien marché sur cette action. Mais du coup, ça part quand même, encore une fois, de ces coups de pied à répétition. Ils ont pesé sur les comportements des ailiers globalement. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait vraiment analysé. Et ce qui permet de créer une opportunité contre la rush défense finalement sur les extérieurs. Ok, donc ça... Je l'ai quand même un peu vu, tu vois. Alors, j'ai mélangé un peu l'action sur le coup, mais ça a été mon feeling, tu vois. C'est pour ça que je les ai trouvés pertinents, là où des gens, des fois, ils sont en mode « Mais pourquoi on met toujours ce jeu au pied ?» Parce qu'il pèse dans la tête aussi, ce jeu au pied. Il faut se retourner, il faut le récupérer, c'est très dur. Tu as des rebonds. Il y en a une qui est loupée, où on peut mettre une grosse pression à un moment. Il y a Nolan, s'il a le bon rebond, pareil, on va marquer, quoi. Donc, c'est des actions qui des fois on se dit pourquoi il a tapé, mais ça joue énormément et t'as le facteur rebond, donc c'est du 50-50, le facteur chance qui fait que des fois le ballon te revient dans les mains, comme ça s'est passé avec Damien par exemple. Mais justement, donc deuxième essai, meilleur marqueur, ça fait quoi de jouer avec Damien Penaud, meilleur marqueur de l'histoire des Bleus? C'est magnifique pour lui. Moi, c'est quelqu'un que, comme je dis souvent, je parle beaucoup de l'humain, mais c'est quelqu'un de spécial, très drôle, très gentil, une personne que j'adore, que je côtoie depuis pas mal de temps maintenant. Je crois qu'on avait fait la première tournée ensemble en Afrique du Sud d'ailleurs. Bon, c'était vraiment très compliqué là-bas, mais Damien avait fait ses débuts là-bas et c'est une personne qui a évolué de façon exponentielle chaque année. Donc, il est là, c'est pas par hasard. Il continue à performer. C'est quelqu'un qui amène de la joie de vivre dans le groupe, qui humainement est très proche de tout le monde. Donc c'est un immense joueur et c'est sûr que le nom de Damien Penaud va rester dans l'histoire pendant très longtemps. Ouais, c'est un athlète hors norme. Il y en a un autre qui est aussi quand même un athlète hors norme. On va rendre hommage aussi à Sia Colissi qui a fait sa 100e. Hommage du Stade de France d'ailleurs, parce qu'il est rentré seul. Je sais que c'est quelqu'un avec qui tu es ami. J'aimerais bien que tu me parles par exemple d'une anecdote avec lui, de votre relation globalement. Non, mais c'est mon frérot. Avant le match, on a pu parler un peu l'un de l'autre, mais je pense que, comme on parle souvent dans le rugby, c'est l'aventure humaine qui est exceptionnelle et qui reste au fond. Et l'aventure humaine avec Sia, elle restera après le rugby et bien encore après. C'est quelqu'un, franchement, d'humble, de gentil, de bienveillant envers tout le monde. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sollicitations et il n'oublie jamais personne. C'est un truc de dingue. C'est un mec qui est fait pour briller, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'il a une bonne étoile. Il a un truc autour de lui qui est assez fou. Il aimait tout le monde. Il est respecté de tout le monde. C'est un guerrier exceptionnel. Il apporte énormément en termes de leadership à son équipe. Et humainement, des souvenirs, j'en ai plein. Mais il passe son temps à danser à la muscu, à chanter, à rigoler. Il t'appelle tous les jours. Viens, on va boire un café. Viens,
quand on va manger au resto, c'est quelqu'un qui humainement apporte un réel plus à une équipe, honnêtement. Et nous, depuis qu'il est parti du Racing, pour des raisons personnelles qui lui sont propres, mais il nous manque terriblement parce que c'est quelqu'un dans la joie de vivre et dans le quotidien qui t'amène un plus exceptionnel. Et c'est des joueurs qui sont hors normes dans le sens où t'as pas que le terrain. On croit qu'il y a que le terrain, mais il y a la vie de groupe au quotidien que tu cultives. Et lui, t'a apporté un réel plus dans tout ça, quoi. Toujours joyeux, toujours en train de rigoler, toujours en train de chanter, en train de danser, toujours à faire le con. On pense que vu que c'est quand même une légende de son pays et dans le rugby en général, on pense qu'il est parfois ultra sérieux, etc. Mais c'est le gamin le plus drôle de la Terre, quoi. Il raconte toujours des conneries, donc... Une anecdote, j'en ai pas, je pourrais t'en citer 500, mais ce que je retiens de lui, l'image que j'ai de lui, c'est qu'il danse tout le temps. Il adore danser. Bah après, il danse pas non plus très très bien, mais... Ouais, juste il se laisse embarquer. Ouais, il se laisse embarquer, il adore la musique, il adore faire le con, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a ce truc où le passage au Racing, sportivement, il est frustrant pour beaucoup de gens parce qu'on n'a pas eu forcément il a été aussi pas mal pété, etc. Je trouve qu'on n'a pas eu forcément la meilleure version de ce joueur. Et du coup, beaucoup en France oublient ce qu'il représente, ce qu'il est. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est s'il est indiscutable avec l'Afrique du Sud depuis aussi longtemps, c'est que c'est, comme tu l'as dit, un leader, un meneur d'hommes incroyable. C'est fou. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'après, on va rebondir sur un sujet du système français et du système sud-africain. Mais ce qui est hyper intéressant, tu vois, moi j'ai des images de Sia dans les vestiaires, un peu en off, etc. Mais je pense que ça va un peu changer son image, l'image des Français sur lui. C'est un joueur qui n'avait pas l'habitude de jouer autant. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, il ne joue pas autant, il ne s'entraîne pas aussi dur au quotidien. C'est-à-dire qu'il s'entraîne très dur pour performer en équipe internationale, etc., en équipe nationale, excuse-moi. Mais c'est vrai que l'enchaînement du championnat, match tous les week-ends, plus les entraînements, il me disait, je sais pas comment vous faites. Il me disait, mais je sais pas comment tu fais depuis... ça fait 13 saisons que tu enchaînes comme ça, je sais pas comment tu fais. Et il avait de plus en plus de mal à s'entraîner parce qu'on s'entraînait très, très, très dur et on jouait tous les week-ends. Donc c'est vrai que dès le lundi, quand tu commences à courir, te faire une muscu, plus le mardi, entraînement dur, contact, etc., plus le mercredi, pour lui, ça lui paraissait très, très dur. Donc je pense que c'est un des facteurs qui a fait aussi qu'il est rentré peut-être en Afrique du Sud parce que le rythme en France est très très soutenu quand tu es international plus joueur du top 14. Donc le système là-bas lui va mieux, je pense qu'il joue moins et il a le temps de travailler très dur et de récupérer. Ouais. Donc le facteur en fait c'est même pas de travailler très dur parce qu'il travaille très dur, voire peut-être même plus dur, aussi dur, mais c'est la fraîcheur en fait. C'est la fraîcheur, c'est-à-dire qu'il a toujours un temps de récupération derrière des gros matchs pour pouvoir se rentraîner dur, pour pouvoir être performant le match d'après. Ouais. Et c'est vrai que le top 14 te laisse pas le temps de pouvoir faire ça. T'enchaînes tout le temps, tout le temps. C'est bloc de 9 et donc t'es dans le dur tout le temps. Journées d'entrée. Voilà, exactement. Ouais, donc sûr. La différence, elle est là, c'est sur la récupération qu'elle se fait. Pas sur forcément l'entraînement. Et aussi le temps passé en équipe internationale. On parlait de l'expérience de groupe collectif. Pour donner un ordre d'idée, on va parler de joueurs, parce qu'il y a un joueur qui a été hélium du match, c'est Sacha Feinberg Mngomezulu, si je le dis bien. Très bon joueur, qui a explosé notamment avec les sélections récentes. En comparant avec Romain Tamac, depuis le 1er juin, c'est... aucun match en bleu pour Romain Tamac, mais 715 minutes de top 14. Donc ça fait pas de matchs internationaux depuis mars. Et Sacha Feinberg, c'est 10 matchs internationaux et seulement 2 en URC pour un total de 551 minutes. L'URC, c'est l'United Rugby Championship, c'est le championnat donc, qui mélange les franchises irlandaises, galloises, écossaises, italiennes et sud-africaines. Et donc championnat, seulement 2 matchs, 10 matchs de sélection. C'est quand même conséquent. Déjà, c'est moins de minutes, beaucoup moins, parce qu'on a quand même un bel écart entre ces deux joueurs. Et c'est toujours pareil, il faut peser le pour et le contre. On a peut-être sûrement le meilleur championnat du monde, mais pour l'équipe nationale, ça peut desservir. On le voit, Sacha a joué 10 matchs avec son équipe, donc déjà le niveau international, donc ça va plus vite, ça court plus longtemps, ça tape plus fort, etc. Il a le temps de se régénérer à chaque fois. Il peut travailler très dur pour être performant pendant ces matchs-là. Tandis que Romain, un des meilleurs 10 français du championnat, voire du monde, enchaîne en top 14. Très peu de temps avec l'équipe nationale pour préparer un match, sans se trouver d'excuses. Mais c'est les deux systèmes différents, tout simplement. Ouais, mais on comprend à travers ces stats très vite le fait que l'Afrique du Sud performe aussi, parce qu'il passe beaucoup plus de temps en équipe nationale. Et ça, c'est une certitude. Après, nous, la chance qu'on a, c'est de viser la Coupe du Monde 2027. Donc,
pour la Coupe du Monde 2027, on aura plus de temps. Mais le fait est qu'aujourd'hui, quand tu fais des tournées de novembre, tu as moins d'expérience qu'une équipe comme l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine qui jouent ensemble, qui ont fait le Four Nations, qui ont déjà 10 matchs dans la raquette et qui peuvent avoir des cohésions, des liaisons plus fortes que nous. Pour donner un autre ordre d'idée, donc l'United Rugby Championship, c'est 18 matchs en dehors des phases finales contre 26 pour le top 14. Alors, dit comme ça peut paraître pas énorme. On se dit, ok, quelques journées d'écart. Sauf qu'il faut s'imaginer que c'est 8 semaines de préparation pour un match, 8 semaines soit de déplacement, soit de réception pour un match, et 8 semaines où on est, et 8 week-ends en tout cas, où on est dans la compétition, sans compter, du coup, les éventuelles phases finales en top 14 qui vont jusqu'à quasiment la tournée, en fait, qui suit directement. Une semaine avant, ouais. Il y a, donc, c'est pour ça qu'on n'en voit pas d'ailleurs les joueurs qui font les phases finales, parce qu'en fait, c'est juste pas gérable. C'est juste très dur et c'est très dur à gérer. Et pour Fabien, ça l'est, je pense. Ouais, c'est des débats qu'on voit régulièrement dans la presse ou ailleurs. Donc voilà, tu as fait un état des lieux, c'est comme ça que ça se passe. C'est peut-être pour ça qu'on a peut-être le plus beau championnat au monde, parce qu'il est attractif, parce qu'il y a de la concurrence, parce que ça joue énormément. Mais parfois, ça met en difficulté forcément l'équipe nationale. Donc, faut trouver l'équilibre. Dans l'optique d'une préparation d'une Coupe du Monde, parce que c'est l'objectif ultime de toute nation, je pense, du top 10, on va dire, c'est quand même différent, je trouve, de te dire que les équipes que tu vas affronter, tu as parlé de l'aspect fraîcheur, de l'exemple de Sia Colissi, eux, ils auront peut-être une dizaine de matchs en moins, donc une dizaine de semaines de récupération en plus, finalement. Et ça peut faire une différence énorme, en fait, arrivé au moment des compétitions. Ça change beaucoup de choses, cumulé sur 4 ans. T'imagines le nombre de matchs en moins qu'ils ont, donc le nombre d'entraînements en plus, sans impact, sans choc, sans fatigue, et la récupération derrière. Donc en fait, ils alternent. C'est là où leur système il est bien fait. Il est fait pour l'équipe nationale, en fait. Ouais. Leur système est fait pour que l'équipe nationale gagne. C'est pour ça qu'ils gagnent depuis 8 ans maintenant. Ça fait 2 Coupes du Monde dans leur palmarès, parce qu'ils ont tout mis au service de l'équipe nationale. Leur championnat est moins visible, moins performant, moins lucratif, etc. Ça, c'est une certitude. C'est loin d'être le meilleur championnat du monde, mais ils sont 2 fois champions du monde. C'est toujours pareil, c'est de quel côté on veut se placer. Nous, en France, c'est quand même très délicat. Donc, c'est pas simple. Mais voilà, on a le meilleur championnat du monde. Le meilleur championnat du monde. Mais en équipe nationale, c'est très dur de performer ou de garder des joueurs très longtemps parce qu'ils se blessent, parce qu'il y a l'usure physique, mentale, etc. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui sur les 2 systèmes. Par exemple, si on voulait mettre en avant les 2 systèmes, le sud-africain et le français. Donc voilà le constat, quoi. C'est parce que nous on a l'avantage de le week-end tu vas au hameau voir Pau USAP, ce sera plein, quoi. Ça sera plein, le stade il sera dingue, tu auras des internationaux sur le terrain. C'est ça. Mais parfois au détriment de l'équipe nationale aussi. Et de la fraîcheur globale. Je me posais pas mal de questions. Et là, pour le coup, je peux pas donner trop d'avis extérieurs. Si, je te donnerai quand même mon ressenti sur certains trucs. Mais parce que j'ai envie de parler de nouvelles règles, de l'impact que ça a eu, etc. J'ai la sensation qu'il y a des différences, notamment entre le niveau international et le top 14. Typiquement, j'ai cette sensation que sur le carton qu'il y a eu sur Thomas Ramos, j'ai la sensation qu'en top 14, on ne serait pas sur un carton rouge. Parce que une circonstance il y a déjà un joueur qui plaque, il est en train de baisser de hauteur. Alors il considère qu'il est au sol, c'est pour ça que c'est sur un rouge immédiat, mais qu'il y a cette notion de quand même de tomber et tout. Et j'ai la sensation qu'on serait vraiment allé chercher ces circonstances-là et qu'on serait peut-être plus sur un orange, voire un jaune, en trouvant plusieurs circonstances. Est-ce que il y a vraiment des différences, et est-ce que c'est quelque chose que tu prépares avec les arbitres en amont, surtout toi qui avais le rôle de capitaine? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce qu'il y a des... Je sais pas du tout comment ça se passe. Bien sûr, il y a des réunions 2 jours avant le match. Nous, on lui dit qu'on va pas l'embêter de tout le match. C'est-à-dire que je suis pas allé le voir une fois dans le match, à part cette fois-ci, parce que j'ai un de mes physios qui m'annonce... en fait, avec Jérôme Garcès, on a un protocole. Okay. Jérôme Garcès, c'est un ancien arbitre, un des meilleurs arbitres du monde. Il a fait 1 ou 2 Coupes du Monde, 2 finales de Coupe du Monde, je crois. Donc c'est un exemple dans le milieu, notamment au niveau des arbitres. Et maintenant, il a intégré le staff de l'équipe de France où il nous aide à être plus disciplinés, tout simplement. Et en gros, on avait vu avec lui un protocole qu'on va appliquer pendant les matchs où il m'explique que le physio va venir me voir que s'il y a une faute incurable. C'est-à-dire que c'est obligé qu'il y ait un carton jaune ou un carton rouge. Okay. Donc, il me donne la minute de jeu où ça s'est passé.
sur qui ça s'est passé et que là, il faut que j'aille voir l'arbitre et que j'insiste. Et donc, je suis allé le voir une fois, je lui ai dit, regarde. Et donc, l'arbitre, en amont, savait que j'allais pas venir le voir de tout le match, que si j'avais une faute obligatoire pour nous, quoi. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il a checké. Ça s'est super bien passé. Après, il a été très courageux parce que c'est vrai que sur 50 arbitres, peut-être qu'il y en a 49 qui auraient mis bunker. Ils n'auraient pas pris la décision eux-mêmes. Lui, pour lui, c'était incurable. C'était carton rouge, charge avec l'épaule, sans les mains, pour mettre de la violence et de la vitesse. Donc le constat, il est aussi simple. En fait, le geste, il est très clair. Quand tu mets la vitesse, quand tu vois le point d'impact et la collision où ça s'est passé, c'est au niveau de l'épaule, sans les bras, sans entourer. Donc pour moi, il n'y a pas trop de discussion à avoir autour de ça. Il a été trop courageux de mettre le carton rouge directement. C'est vrai que 99% des arbitres auraient mis carton jaune bunker. Et lui, il l'a assumé, et il a pris sa décision. Et au final, il y aurait eu carton rouge, je pense, à la fin. Ouais. Donc, ouais, mais c'est sur très via courageux le de sa bunker, part. c'est que du 20 minutes, je crois qu'on peut pas mettre de carton définitif. Si. Ouais, on peut. Si, c'est Ok. que si c'est carton orange que c'est 20 minutes. Ok. Bunker, ça peut être carton rouge. Ah fin ouais, du match. ok, j'avais pas cette parce que j'avais commenté un match de Pacific Nations Cup où sur ce match-là, c'était soit rouge définitif, soit bunker, et via le bunker, pouvait pas y avoir de rouge définitif. D'accord. En gros, l'arbitre avait le choix de faire soit l'un soit l'autre, quoi. D'accord. Donc Non, là, y a- c'est rouge y a définitif. possibilité. Ouais, si l'arbitre il décide que c'est rouge définitif, c'est définitif. Ok, très bien. Et ça, tu vois, par exemple, je pensais que via le bunker, Ouais. c'était condamné à soit jaune, soit 20 minutes. Il y a. Donc, tu disais que tu n'es pas trop allé parler à l'arbitre globalement dans ce match. Est-ce que justement, tu sens que c'est un truc où, globalement, aller toujours plaider ta cause, c'est pas forcément constructif? Au niveau international, honnêtement, ça sert à rien. L'arbitre, quand il prend une décision, il est sûr de lui, les mecs sont compétents. Ouais. Il y a très peu de choses à dire, honnêtement. Des fois, tu n'es pas d'accord, mais au final, c'est son point de vue. Il est placé au bon endroit. On est toujours forcément du côté français, donc bien sûr. des fois, on râle, mais honnêtement, il a souvent raison. Donc, en tout cas, sur ce match-là, on peut pas reprocher grand-chose à l'arbitre. Honnêtement, il a été assez cohérent pour les deux camps et il a fait une belle performance, à mon avis. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il a été cohérent, quoi. Souvent des gens qui c'est le premier truc qu'ils vont amener. Et puis, je trouve que c'est le problème de parler d'arbitrage, au-delà du fait que ce week-end, pour moi, il n'y avait vraiment aucun problème, c'est que ça déresponsabilise beaucoup le sportif. Et Exactement. du coup, tu aurais tendance à aller chercher des excuses à travers ça. En l'occurrence, on avait parlé même du match de 2023, où si c'est le premier truc que tu dis, bon, si tu es dans l'émotion, ça peut être le cas. Mais si, après une analyse un peu plus froide, c'est le premier truc que tu dis, Oui, il n'y a pas que ça. ouais, c'est ça. Il y a eu Ça des peut erreurs, être, forcément, on en est tous conscients, Oui, mais bien sûr. c'est pas sur ça que le match se gagne ou pas. Donc là, il a été très cohérent dans l'ensemble du match, il n'y avait rien à dire sur ça, honnêtement. Ouais, et puis comme le disait sur le match en Écosse avec le bras de Pozzolo, machin, Ouais. l'essai qu'il y avait eu, où on gagne sur une action, en fait on peut pas vraiment accorder l'essai aux Écossais, etc. C'est Finn Russell qui avait dit mais si on doit attendre une décision de l'arbitre pour gagner le match, c'est qu'à un moment on s'est trompé, Ouais, dans bien le sûr. match en fait. Et je trouve que Exactement. c'est une très bonne manière de voir le truc. Je pense que c'est important, ouais. Le bunker, on en pense quoi? Bonne ou pas forcément utile? Bonne chose? Moi, ou j'ai pas pas trop d'avis là-dessus. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. En fait, je pense que c'est bien pour dynamiser le jeu. C'est-à-dire que des fois, on prenait des décisions, regardez la vidéo pendant 6 heures. Ouais. Honnêtement, ça prend trop de temps. Nous qui sommes sur le terrain, on se dit, c'est bon, là, il faut prendre une décision. Donc, le fait que le joueur sorte immédiatement à travers un carton jaune et derrière est jugé par rapport à un spécialiste qui va dire, ouais, bah, le point d'impact, il est sur telle zone, etc., c'est trop dangereux. Je trouve que ça nous fait gagner du temps et ça reste dynamique. C'est ça qui est bien. Et ce carton orange, carton rouge de 20 minutes? Pareil, j'ai pas trop d'avis, honnêtement. Des fois, on s'y perd limite dans tous ces trucs-là. Moi, j'ai tendance à dire que dans la vie, il faut simplifier les choses. Donc, c'est soit jaune, soit rouge. L'entre-deux, c'est toujours un peu difficile à... On peut toujours... En fait, le problème, c'est que quand tu as un entre-deux, bah, tu peux toujours trouver la facilité de se dire je prends pas le risque de mettre un rouge parce que sinon je vais être critiqué, ou pas un jaune parce que normalement ça méritait rouge. Ouais. Et donc, je mets le orange et en fait, ça plaît à tout le monde. C'est un point de vue. Moi, je suis d'un avis plutôt, c'est soit oui, soit non, quoi. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu. Chacun a son avis sur ça. J'ai pas vraiment d'avis, mais c'est sûr que ça doit aider les arbitres à prendre des décisions plus facilement. T'en penses quoi, toi? Moi, le truc que je me dis, c'est que au début, j'étais vraiment en mode non, ça doit rester jaune et rouge, la sanction ultime, etc. Sauf qu'on avait tellement de jaunes gentils. Tu sais, le truc où tu dis, oh, ça aurait pu être rouge, mais on trouve toujours le petit truc, etc. Là, je me dis, au moins, à travers ça,
on a quand même une sanction où le joueur n'est plus là, il va passer en commission parce que du coup sur le carton orange, donc le fameux carton rouge de 20 minutes, carton orange en top 14, il y a une commission de discipline, le joueur peut être suspendu et au bout de 20 minutes, donc sur le carton orange, il est remplacé par un autre joueur. Donc il n'y a plus de supériorité numérique pour l'équipe qui a subi la faute. Mais au début j'étais vraiment fermé à ça. Et maintenant, je me dis, bon, au moins on a un carton orange, au moins on a une sanction, le joueur ne rentre pas. 20 minutes dans un match, c'est quand même assez conséquent. Ça fait 25% du temps, quoi. C'est sur 20 minutes qu'on... Bah oui, voilà, littéralement. Ça peut passer vite. Mais c'est ça, c'est quand même, ça peut être une grosse partie du match. Et avec du recul, je me dis, au final, je préfère ça qu'un jaune où je me dis, oh, ça aurait pu être plus quand même. Ouais, je comprends, honnêtement. Comme je t'ai dit, on est à peu près du même avis. Donc... c'est dur de dire non, je suis catégorique par rapport à ça, ça me plaît pas. Je trouve qu'on est entre les deux, quoi. Et par contre, je suis d'accord sur le fait que ça rend plus complexe la lecture. Ouais, parce que des fois, il y a de la circonstance atténuante qui fait qu'on n'est pas sur un rouge, mais des fois, elle n'est pas suffisamment importante, ou des fois, en fait, maintenant, il y a du très atténuant et du moyennement atténuant. Pour le coup, c'est un peu flou et ça serait bien qu'un jour on reçoive un arbitre peut-être pour en parler aussi. Mathieu Reynald, ça pourrait être intéressant. Ouais, carrément, pour même... dérouler un petit peu les process à ce niveau-là, qu'on le comprenne un peu mieux, parce que ça c'est très récent aussi avec cette arrivée-là et tout. On va peut-être pouvoir accueillir l'invité du jour. Ouais, Cameron Wauquiez, let's go. Bon, on a l'honneur aujourd'hui de recevoir Cameron Wauquiez, un très bon ami à moi, un frérot. On a joué ensemble au Racing 92, maintenant il joue à l'Union Bordeaux-Bègles. Et on joue ensemble en équipe de France depuis, je dirais, 7 ans maintenant. Ouais. Donc je suis très, très, très content de le recevoir. Merci pour l'invitation déjà. Écoute, c'est avec plaisir. Tu sais que tu as joué contre moi aussi. C'est vrai. On a joué contre assez régulièrement. Je jouais à Brive. Donc en fait, en jeune, on s'est croisés. Tu jouais à Massy peut-être alors. Massy, oui. Il y a eu Massy et il y a eu un moment où tu es allé à Bordeaux. À quel moment ? Je suis parti à Bordeaux en 2017. Ok. Peut-être un espoir ou un truc comme ça à un moment. Certainement. Mais j'arrive pas. Je vais m'apprendre quelque chose. Ouais, on a joué contre. Et qui a gagné alors du coup ? 98 aussi. 98. Ouais. Et du coup, même j'avais fait tous il y avait des matchs un peu Interpol, trucs comme ça. J'avais été dans ces sélections-là et tout. Et puis après, je commençais à faire des vidéos. C'est bien moins fatigant physiquement. T'as bien raison. Et du coup, tu vois, voilà. Moi, je suis pas cassé en deux. C'est le gros avantage. Non, écoute, on est super content de te recevoir. On avait envie un peu de parler de toi, que les gens puissent aussi en connaître, en savoir un petit peu plus. On a pas mal de jeux, de défis, de questions. Déjà, on va commencer tout simplement. À partir de quand tu t'es dit « Ok, j'ai envie de faire du rugby et je suis peut-être même fait pour ça ». J'ai commencé le rugby à 8 ans à Bobigny, grâce à mon grand frère et aussi un peu à mes parents. Parce que, pour la petite histoire, mon grand frère, c'est quelqu'un que forcément j'aime beaucoup, avec qui je suis très proche. On a seulement 2 ans d'écart. Et dès le plus jeune âge, dès qu'il avait 10 ans déjà, il l'imposait déjà physiquement. Donc il fallait lui trouver un sport qui correspondait à son physique. Il a fait plein de sports. Et moi, quand j'étais petit, le club de Bobigny était en Fédéral 1, donc en 3e division à l'époque. Donc c'était déjà un très bon niveau pour la ville. Donc mes parents l'ont inscrit au rugby, et moi, étant très proche de lui, j'avais toujours cette envie d'être avec lui tout le temps. Donc je le suivais partout et j'ai assisté à son premier entraînement de rugby. Et le week-end qui a suivi, j'étais déjà inscrit. Je me suis inscrit parce que je voulais être proche de mon frère. Moi, j'avais fait 1 an au foot. Je commençais déjà à sécher le foot pour aller voir mon frère jouer. Donc, et t'étais catastrophique surtout. Arrête, j'étais un bon défenseur. Oui. J'étais un bon défenseur. J'étais très grand déjà, donc on m'a mis en défense. Mais ouais, c'est ce lien affectif que j'ai avec mon frère qui me suit toujours, même à l'instant T. Donc c'est grâce à lui, on va dire, que j'ai démarré le rugby. Et je me suis pas dit de suite que c'est ce que je voulais faire plus tard. J'ai pris conscience de ça quand j'ai fait ma première sélection en équipe de France. Moins de 16 ans. On avait un tournoi en Angleterre. Wellington. Exactement. Et je sais, je l'ai pas fait. Ça s'est arrêté juste ça avant. Ça a brisé ton rêve. Là, c'est les souvenirs douloureux. Ouais. Non, je m'étais pété juste avant et puis j'ai été moins bon que les mecs qui étaient en place aussi accessoirement. Mais ouais, Wellington, effectivement, c'est les premiers, les premières grosses sélections, c'est un gros tournoi. Première étape, on va dire. Ouais, c'est la première étape exactement. Et j'avais tellement kiffé l'ambiance, l'atmosphère,
le tournoi que je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, il faut que j'y retourne l'année prochaine, quoi. Ouais. Il faut que je retourne en sélection l'année prochaine. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais vraiment faire ça de ma vie. Au départ, je jouais, je prenais du plaisir, j'étais avec mes potes et j'avais pas forcément d'ambition dans le rugby. Je voulais juste m'amuser. Et voilà, c'est juste, en fait, c'est une question d'ambiance, de collectif qui a fait que j'ai voulu m'y intéresser un peu plus et en faire mon métier plus tard. Est-ce qu'il y a justement un match qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Pas forcément le meilleur, tu vois, mais un truc où tu as un souvenir particulier, qui a été peut-être même un switch dans ta carrière, j'en sais rien. Je pense que le match qui m'a le plus marqué, c'est cette finale du tournoi face à l'Angleterre. On fait le Grand Chelem. Mhm. C'est mon premier titre, grand titre, parce que je suis champion du monde avec les moins de 20 ans aussi. Mhm. Mais c'est bon pour les grands titres avec une équipe et une génération incroyable, avec un super groupe. Et c'est un match qui m'a marqué parce que forcément, c'est dans un endroit qui est le Stade de France, qui est un endroit assez important pour moi, sachant que je suis né à Saint-Denis. Et c'est vraiment ce match qui a fait que j'ai changé un peu de dimension, entre guillemets, et j'ai pu changer de statut aussi. C'est aussi un trophée dans l'armoire, mon seul trophée d'ailleurs, donc forcément c'est un match qui marque. Est-ce qu'il y a une action dont tu es le plus fier? Une seule, un moment, genre un geste peut-être? Pas celle à Toulouse, tu vois de quoi je parle. Ouais, je vois très bien, tu parles de quoi. Un geste, oui, j'en ai un, c'est une passe au pied pour Blair Connor. Qui Ouais, marque t'as fait ça. derrière. Oui, j'ai fait ça. Personne n'y croit. Mais justement, Il parce faut que que tu montes la Non, vidéo mais parce que moi je l'ai justement, jamais vu ça. Ces archives, il faut Ouais, essayer de faut mettre en la main trouver, dessus. faut c'était qu'on quand la j'étais trouve, cette jeune et vidéo. insouciant, quand j'avais 18, 19, 20 ans et que je jouais qu'avec le talent, C'est fou ça. sans travail. J'aimerais bien l'avoir celle-là. Et c'est une passe au pied pour Blair Connor. C'était contre Agen, je me rappelle, à Chaban. Et je fais une passe au pied rasant et il marque derrière. Parce que là, tu as considéré un changement de poste, une nouvelle Non, j'ai carrière. juste activé autre chose dans ma palette technique, hein, mais sinon, à part ça. Est-ce qu'il y a un match dans ta carrière, si tu pouvais le rejouer, tu le rejouerais? Et si oui, lequel? Il y en a plusieurs. Ouais. Je dois choisir qu'un seul. Il faut en choisir qu'un seul. Bah, je crois qu'on a le même en tête, Ouais. hein. On va Ouais. pas se mentir. Oui, il y a ce quart de finale de Coupe du Monde, bien sûr. Qui- Allez, on le sort de l'équation. Je veux une Allez, autre on réponse arrive que sur ça. la Il est- réponse. il est si on Trop sort celui-ci trop de évident, l'équation, trop évident. je vais jouer la demi-finale de championnat Bordeaux-Toulouse, Mhm. où on prend un carton rouge. Je crois que c'est Seteni qui prend un carton rouge. Et durant toutes ces batailles face à Toulouse, c'est le seul match que je pense, sans ce carton, je pense qu'on aurait eu une chance d'accident final. Mhm. Donc je pense que ce match-là, j'aimerais bien le rejouer. Ouais. On le sait, le top 14, c'est dur physiquement, même globalement, une saison de rugbyman pro. Quand psychologiquement, ça peut l'être un petit peu, qu'est-ce qui te remet un petit peu de l'avant? Parce qu'on n'est pas tous au sommet tout le temps. Hein. Ouais. Des choses extra-sportives ou Ouais. même sportives, hein, Ouais, c'est qui, forcément- ce qui te plaît dans la vie, quoi. Alors c'est assez bizarre parce que je pense que je suis l'un des seuls en tout cas à penser comme ça, mais moi j'ai une vraie passion qui est la mode et je vais pas dire que le rugby c'est pas ma passion, j'adore le rugby et j'adore mon métier. Je crache pas dans la soupe bien entendu, mais les seuls moments où j'arrive à être bien dans ma vie quand ça va pas dans le rugby, c'est quand je me concentre un peu plus sur moi-même et sur ce que je fais en dehors du rugby. Donc, c'est-à-dire bosser sur des projets d'art et de mode avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Léandre. Bosser sur... parce que je suis encore à l'école aussi. Je suis à Sciences Po et je suis en filière New Luxury Art de Vivre. Parce que j'ambitionne en tout cas de pouvoir faire ça à la fin de ma carrière et j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce monde-là sans avoir des connaissances et arriver seulement avec un chèque. Donc voilà, j'ai repris mes cours et c'est ce qui m'épanouit le plus. Voilà, c'est faire complètement autre chose du rugby. Après, moi, j'ai
un détachement qui est assez bizarre. C'est-à-dire que moi, quand je suis au club ou quand je suis avec les mecs, je me donne à 100%, mais par exemple, je fais pas de récup au stade. Je préfère faire ma récup ailleurs, parce que pour moi, le moment où je suis en entraînement, c'est uniquement pour être à la salle de muscu, être à la gym, ou faire des réunions et parler de tout, de touches, de stratégie. Mais le moment où je me repose, en fait, où je me repose mon corps et je repose ma tête, je préfère le faire à l'extérieur. T'as besoin de déconnecter. Ouais, totalement. De couper avec le rugby. Et en fait, le changement de lieu te permet de le faire. Exactement. Ouais. Je pense que c'est ma force, d'avoir ce petit détachement du rugby qui fait que demain, même si je suis amené à perdre un match, je baisse pas les bras et je me dis que c'est pas grand-chose en fait. Et que dans un championnat, il y a 26 journées et que dans une saison internationale, il y a 11 matchs. Donc j'arrive à rester positif grâce à ça. Ça, c'est une petite question que j'aime bien. Quel est pour toi le joueur le plus sous-coté avec lequel tu as joué? Beka Goretze. C'est sorti instantanément. Ah ouais, tu l'avais. Ça, quand ça sort. T'en as un, toi, Gaël, d'ailleurs? Sous-côté que je trouvais exceptionnel. Mais il n'était pas sous-côté. Mais pour moi, un Florian Fritz, on n'en parle pas assez, mais c'était un crack du rugby, quoi. Il savait tout faire, il était monstrueux, un leadership de fou. J'ai joué avec lui. Il était connu parce qu'il a joué en équipe nationale, mais c'est pas quelqu'un qu'on mettait en avant naturellement. Ouais. Alors que honnêtement, il a une carrière de dingue, ce mec, et il a une mentalité que très peu de mecs ont. Donc, je parle souvent de Flo parce que c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses. J'étais en chambre avec lui. C'était quelqu'un de très dur à la base, mais quand tu le connais en perso, il est humain comme pas possible. Et donc souvent, c'est la personne que je reprends parce que on parle pas assez de lui. Mais comme pour moi, dans le même style, Maestri. Maestri, ça a été un immense joueur, mais on parle pas assez de ce mec. Pour moi, c'est un mec qui a 60 sélections avec l'équipe nationale. Et on parle de tout le monde sauf de lui. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, a marqué le rugby. Bien sûr qu'il était discret, qu'il parlait pas énormément en dehors et dans la presse, mais c'était quelqu'un qui, pour moi, on n'en a pas assez parlé. Et donc, pour moi, c'est deux joueurs qui ont une immense carrière et qui sont pas sous-cotés, parce que c'est dur de dire sous-cotés, mais qui ont pas... On les a pas mis... pas compte de l'impact, en fait. On ne se rend pas compte de l'impact qu'ils ont eu dans leur effectif, que ce soit au Stade Toulousain, pour Maestri au Stade Français, et en équipe nationale surtout. Et de ton côté, du coup, pourquoi Goretze? Pourquoi Beka? Parce que Nian Beka, c'est un joueur avec qui j'ai joué 2-3 ans à Bordeaux, et je trouve que c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui gagne ses duels constamment. Et c'est un joueur qui est très discret, qui parle pas beaucoup, qui fait énormément de bien à la section paloise depuis quelques années maintenant, et qui est un grand leader de ça en équipe nationale, et qui est à la Géorgie. Et honnêtement, moi, c'est un joueur qui m'a bluffé, qui sait tout faire. Honnêtement, c'est un guerrier, c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, et surtout, c'est un grand leader. Malgré qu'il soit très timide dans un groupe, c'est un très bon mec, un grand chambra. Et leader par l'exemple aussi, leader tout par simplement. Exemple, exactement. Par ses actes sur le terrain. Et je pense qu'il le prouve très bien avec Pau depuis de nombreuses saisons. Quand tout s'arrêtera, qu'est-ce que tu veux que l'on se souvienne de toi? Je pense que dire que j'ai été un bon mec dans un vestiaire, un mec drôle et un bon vivant, je pense que ça restera. Dire aussi que j'étais un joueur qui a un peu révolutionné le poste de deuxième ligne aussi, forcément, il faut le dire. Il ne faut pas le cacher. Je pense que j'étais l'un des premiers joueurs à passer de troisième ligne à deuxième ligne dans un match international, qui a pu gagner des titres en jouant un poste qui était nouveau, et qui a pu faire aussi une Coupe du Monde à ce poste-là. Sachant que je n'ai pas été formé à ce poste-là, j'ai découvert ce poste en sélection. Ouais. Ce qui aurait été plus simple de le découvrir en championnat, mais... Ou même dans la formation, tout simplement, ouais. Mais voilà, c'est ce joueur polyvalent qui savait tout faire et qui a toujours tout donné. Après, forcément, les titres aussi, ça reste. J'ai forcément pas mal d'ambition par rapport à ça, envie de gagner énormément de titres pour... Pas forcément qu'on se souvienne de moi, mais pour me dire à la fin que voilà, j'ai eu une carrière accomplie et je pourrais être juste fier de moi, quoi. Ton idole de jeunesse? Mon idole de jeunesse, Yacouba Camara. Ouais. Tout simplement parce qu'on a
entre guillemets le même parcours. Yacouba, c'est un joueur qui a commencé à Bobigny comme moi, qui a vécu et qui a grandi à Bobigny comme moi, qui par la suite est parti jouer à Massy. J'ai joué aussi à Massy de 2012 à 2017. Et c'est un joueur qui joue le même poste que moi, et j'étais forcément fasciné par son parcours. Je me voyais en lui, tout simplement. J'avais envie de faire comme lui. J'ai vu son évolution lorsqu'il est parti à Toulouse et moi quand j'ai pris mon envol pour partir à Bordeaux. Et j'étais toujours fanatique de ce joueur parce que c'est un joueur athlétique, très grand, très costaud, qui à une époque était injouable. Et c'est dès lors que j'ai joué contre lui pour la première fois où j'ai forcément arrêté d'être fanatique. Mais en tout cas, c'est un joueur qui m'a beaucoup apporté sur mon évolution dans le monde professionnel. Et maintenant, il joue deuxième ligne aussi. Un Ouais, peu comme toi, il a pris exemple sur toi. Mais... Au début, c'est toi qui prenais exemple sur lui, et maintenant, ça s'est inversé. On va passer à la dernière section, qui est la première fois qu'on le fait sur Rugby Confidential, Fast and Brutal, avec Cameron Wauquiez. Quel est le joueur le plus stylé que tu connaisses, à part toi? Parce que je te connais, t'allais dire toi. J'aime beaucoup le style d'Hardy Savea. Ça lui très bien. Gaël a un beau potentiel aussi, mais Hardy Savea, c'est plus ma DA, ouais. Match serré, tu préfères plaquer pour sauver l'équipe ou marquer un essai magnifique pour faire gagner? Pour sauver l'équipe plutôt, ouais. Plaquer pour sauver l'équipe. Victoire moche ou défaite glorieuse? J'aime bien les victoires moches, moi. Pareil. On préfère gagner quand même. Là, tout le monde. Ouais. Parce que défaite, ouais, franchement, cette question, elle est un peu bête. Mais il y en a qui te disent, ouais, moi j'aime bien jouer. Pour le style. Etc. Ouais. Pour le public, pour avoir une réponse différente, je pense. Ouais, oui, je pense c'est aussi. sûr. C'est un truc, une victoire. Après, comme on dit, tu gagnes tous tes matchs 3-0 à la fin des champions du monde. C'est ça. c'est moche, mais on apprécie. Faire marquer ou marquer soi-même? Marquer soi-même. Ouais. Marquer soi-même. Petit essai. Ouais, c'est toujours plaisir. Bon, moi je connais la réponse, mais silence ou musique à fond dans le vestiaire? Et si oui, quelle musique? En avant-match. En avant-match. En avant-match, musique à fond dans le vestiaire. Et t'écoutes quoi comme style de musique? Moi, j'écoute beaucoup d'afro. T'as un titre pour que les personnes puissent écouter? Ouais, j'en ai un. Asake et Chakola. Badman, c'est un son qu'il faut écouter avant les matchs. Ça détend. Tu peux même mettre ton petit pas de danse. Magnifique. Moi, j'aime Dans bien le être vestiaire, en détendu. plus, t'aimes bien danser dans le Ouais, vestiaire. moi, j'aime bien danser dans le vestiaire. J'aime bien être détendu avant, après. J'ai pas forcément de concentration ultime avant un match. Je sais quand est-ce qu'il faut que je me concentre dès que je vais à l'échauffement. Mais sinon, avant, c'est juste profiter du moment, quoi. Si tu devais résumer le rugby en un seul mot? Partage. Complète la phrase. Je deviendrai une légende quand? Je gagnerai la Coupe du Monde. Parfait. J'allais finir par la même chose. Écoutez, c'est la conclusion de ce deuxième épisode de Rugby Confidential. Merci à tous de l'avoir suivi. On attend bien évidemment vos commentaires et vos likes, quel que soit le réseau où vous entendez ça. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, même Instagram, TikTok, peu importe où vous êtes. Vous pouvez avoir du Rugby Confidential. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine Merci beaucoup. prochaine. Merci Cameron d'être beaucoup. venu. C'était très Au cool. plaisir. Merci À beaucoup. bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.